Bonjour à tous, il est 17h35, je propose qu'on commence. Donc bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire CNRS à destination des entreprises. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Feria Lapchi, je travaille pour la Direction Générale Déléguée à l'Innovation du CNRS et je serai votre animatrice pour cette édition des webinaires CNRS. Donc d'abord, je vais commencer par vous remercier tous d'avoir accepté de nous rejoindre aujourd'hui. Vous étiez plus de 180 inscrits au webinaire au total. Pour le moment, nous sommes 95 en ligne, mais j'imagine que les gens vont continuer de se connecter. Dans le détail, les équipes du CNRS avaient donc comptabilisé plus de 110 représentants d'entreprises et de pôles de compétitivité, avec pour le reste notamment des personnels des structures publiques de recherche. Voilà. Je vais vous rappeler rapidement la thématique de ce webinaire aujourd'hui. On se retrouve pour vous présenter le dispositif du plan de relance pour ce qui est du volet préservation de l'emploi R&D dans les entreprises. Donc, pour ce faire, ont été mobilisés pour cette présentation à la fois la direction des relations des entreprises du CNRS en la personne de sa directrice Carole Chrétien, et la direction des opérations de la DGDI avec Chantal Vernis. Donc, ils seront nos deux intervenantes ce jour. Après leur présentation, s'ensuivra une séance de questions-réponses. Voilà, je vous laisse donc avec la première partie de la présentation assurée par Carole et je vous retrouve d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure pour la partie des questions. Voilà. Très bien, un grand merci Ferial, bonjour à tous et merci d'être présents. Donc je vois que on est maintenant à plus de 110 participants. Je vais donc vous présenter le CNRS. Je vais donc vous présenter le CNRS et puis laisser assez rapidement la parole à Chantal qui va vous détailler la mesure pour laquelle vous êtes tous connectés qui concerne le plan de relance et la mise à disposition des compétences R&D dans nos laboratoires. Alors, le CNRS est le partenaire pluridisciplinaire de toutes les entreprises. Je vais vous le présenter très rapidement parce que la plupart du temps, on rencontre ici beaucoup d'entreprises qui ne nous connaissent pas forcément très bien. Pardon pour ceux qui nous connaissent très bien. Et je sais qu'il y en a quelques-uns autour de la table. Mais pour ceux qui ne nous connaissent pas, quelques chiffres. Le CNRS, c'est l'établissement pluridisciplinaire français qui regroupe toutes les compétences scientifiques. C'est un établissement d'excellence mondiale. On publie plus de 52 000 publications chaque année de niveau international. Le CNRS compte dans ses effectifs plus de 23 lauréats du prix Nobel et 12 médailles Fields. On est un très gros acteur de l'innovation puisqu'on est le 6e déposant français de brevets. Et surtout, on travaille au quotidien avec des entreprises de toute taille et tout secteur d'activité au travers de 160 structures de recherche communes et beaucoup de recherches également communes que l'on fait à l'étranger avec nos implantations dans les grandes zones de recherche mondiale. Alors, le CNRS, c'est quoi? C'est un très gros établissement, c'est 3,5 milliards de budget, plus de 32 000 personnes et qui est organisé avec 1100 unités de recherche implantées sur tous les territoires en France. Donc, on est en co-tutelle avec la plupart des universités et des grandes écoles et on est présent à peu près partout. Alors, aujourd'hui, comment travaille le CNRS? Comment il est organisé? Le CNRS est dédié à deux choses, à l'avancée des connaissances, ça c'est en général ce que les entreprises connaissent bien de nous, et le deuxième pilier qu'on connaît un petit peu moins bien, qui est pourtant inscrit dans notre décret fondateur, c'est qu'on est aussi dédié à la contribution au progrès économique du pays. On prend ces deux choses-là, l'avancée des connaissances et la contribution au progrès économique du pays. Comment est-ce qu'on est organisé? On est organisé en défis scientifiques que vous voyez à l'écran. Ces défis scientifiques, aujourd'hui, ils sont communs à la science, à la société et aux entreprises. Ce sont des préoccupations qui sont quotidiennes chez les acteurs économiques qu'on rencontre tous les jours. Le changement climatique, l'intelligence artificielle, la santé et l'environnement, les territoires du futur, la transition énergétique, mais également les inégalités éducatives. C'est peut-être le défi qui n'est pas commun à toutes les entreprises. Mais pour les 5 autres, c'est des préoccupations que vous avez au quotidien
dans vos environnements et ce sont les préoccupations quotidiennes de tous les instituts scientifiques du CNRS. Alors, je vous disais, on travaille avec toutes les entreprises. Parfois, il arrive qu'on me dise « Oh, bah, le CNRS, c'est très bien, mais c'est un établissement d'excellence, c'est pas vraiment pour moi. » En fait, on travaille avec vraiment tous les secteurs d'activité, toute taille d'entreprise. On vous a mis juste quelques exemples de logos en bas de partenaires. C'est pas du tout exhaustif. On travaille avec des PME, c'est pratiquement un quart de nos contrats de collaboration. On a des unités mixtes avec des industriels, on a des contrats à l'étranger avec des établissements académiques étrangers, avec des établissements en France, et on fait près de 800 conventions CIFRE. Enfin, aujourd'hui, en stock, on en a à peu près 800 qui sont en vigueur. Alors, comment est-ce qu'on peut travailler avec le CNRS quand on est une entreprise? En fait, on a différents types de modalités de collaboration qui vont des formules plus ou moins intégrées. Tout en bas de l'écran, vous voyez l'accord cadre global. C'est un accord cadre que l'on passe avec nos partenaires avec lesquels on a beaucoup de projets en commun et beaucoup de projets différents. On a également des projets collaboratifs européens ou des projets internationaux. Mais ensuite, et c'est ce que vous voyez au-dessus, on a des formules qui sont des coopérations courtes et rapides. Trouver un expert. Vous pouvez nous appeler pour trouver un expert, un scientifique, accéder à des connaissances existantes. Vous pouvez venir chercher au CNRS une licence ou un brevet dont vous avez besoin dans votre business. Former vos scientifiques. Donc, vous voyez, c'est des formes de collaboration assez souples. Et puis ensuite, il y a toutes les formes de collaboration un peu classiques. De la consultance, de la prestation de services, de la prestation de sens, du contrat de collaboration, de la chaire industrielle, du laboratoire commun. En fait, peu importe la forme, nous, on sait l'adapter aux besoins de chaque entreprise. Alors, ensuite, comment est-ce qu'on est organisé? En fait, la modalité qui a été choisie par le CNRS, c'est d'avoir à la fois des interlocuteurs expérimentés, mais surtout de proximité. Donc, la direction des relations entreprises que je dirige depuis à peu près 1 an et demi maintenant, elle assure la coordination de l'ensemble. Mais sur le terrain, vous avez des directions régionales dans chaque territoire avec un réseau d'interlocuteurs de proximité, que sont ce qu'on appelle les services de partenariat et de valorisation. Mais les instituts scientifiques coordonnent au niveau scientifique aussi les relations avec les entreprises et sont des interlocuteurs du quotidien, plus tout notre écosystème à l'international qui a l'habitude et qui travaille fréquemment avec les entreprises. Je vous ai dressé le portrait type du CNRS très rapidement pour ceux qui ne nous connaissaient pas. Bien sûr, pour ceux qui auraient envie d'en savoir un peu plus, on est à votre disposition, ou les interlocuteurs dans les DR ou dans les instituts scientifiques. Je vais laisser la parole à Chantal pour vous présenter une mesure spécifique pour laquelle on avait beaucoup œuvré pour qu'elle voie le jour. On nous pose souvent la question, mais est-ce que l'État ne fait pas fuir ses talents qui partent à l'étranger? L'État a pris une mesure très forte dans cette période de crise qui a été de dire on va tout faire pour garder en France les talents, pour que les entreprises puissent garder leurs talents, pour qu'on puisse les accompagner. Et c'est l'esprit et l'objet de la mesure que va vous présenter Chantal et pour laquelle on espère que ça va vous intéresser, que ça peut être utile pour vos organisations si elles en ont besoin, bien sûr. Chantal, je te passe la parole. Merci, Carole. Donc, je vais vous faire une présentation qui sera un petit peu plus technique. Je vais aller assez rapidement. Il ne faut surtout pas hésiter à poser vos questions si vous voulez des précisions. Et on y reviendra, comme le disait Ferial, en fin de présentation. Donc, la mesure de préservation de l'emploi de la R&D des entreprises, qu'est-ce que c'est? Déjà, ça rentre dans un contexte général dont vous avez certainement tous entendu parler, qui est le plan France Relance. Ce plan est un plan de 100 milliards d'euros, dont 40 correspondent à des contributions européennes. Et dans ce plan, une des mesures, qui est la mesure de préservation de l'emploi de R&D des entreprises, est portée par le ministère de la Recherche, de l'Enseignement supérieur et de l'Innovation à hauteur de 300 millions d'euros. Ce qui correspond à peu près à plus de 2000 emplois de R&D qui vont être soutenus au travers de cette mesure.
les objectifs principaux de cette mesure, Carole a commencé à en parler tout à l'heure, ils sont doubles. C'est d'accompagner les jeunes diplômés qui risquent de connaître un chômage important du fait de la crise liée à la Covid. Et c'est également anticiper le sous-investissement à R&D des entreprises, sous-investissement qui les fragiliserait dans leur compétitivité à venir. Donc, cette mesure de préservation de l'emploi dans la R&D, comme je le disais, est portée par le MESRI, mais ce sont les structures de recherche qui seront les opérateurs pour l'État de cette mesure. Donc, les gros opérateurs de recherche que sont des universités, des écoles notamment, mais également des EPST, des établissements nationaux comme le CNRS, l'INRA, l'INSERM, l'INRIA, vont conventionner avec l'État qui leur confiera un budget, et ce sont ces établissements qui utiliseront ce budget pour travailler avec les entreprises. Au niveau du CNRS, sur les 2000 emplois qui sont prévus par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, on a un objectif de soutenir environ 300 emplois de R&D pour les entreprises. Donc, c'est nous qui prendrons en charge la rémunération des personnels qui seront concernés. Et la condition, le prérequis essentiel à ça, c'est que ces personnels soient engagés dans un projet de collaboration de recherche avec les laboratoires du CNRS. C'est une mesure qui doit être exécutée, c'est-à-dire dont le budget doit être consommé au plus tard, fin 2024. Bien entendu, c'est nous qui allons opérer ces choses-là, mais l'État assurera un contrôle de la mise en œuvre par les établissements, par les structures de recherche de cette mesure au travers de l'ANR. Cette mesure, pour répondre aux deux objectifs principaux qui étaient, dont je vous ai parlé au départ, est composée de deux grands volets. Le premier volet porte sur l'accueil dans un laboratoire public de personnel de R&D qui sont actuellement en CDI dans une entreprise. Cet accueil pourra se faire sous deux formes. Soit ces personnes seront mises à disposition au sein de laboratoires publics sur des durées qui iront de 12 à 24 mois, à hauteur d'environ 80% de leur temps de travail. Soit ce sera de la mise à disposition au sein d'un laboratoire public pour suivre une formation doctorale, l'équivalent d'une thèse de milieu de carrière, auquel cas ce sera une mise à disposition qui durera 36 mois. Et le temps dans le laboratoire public sera de l'ordre d'un mi-temps. Le deuxième volet porte sur le recrutement en CDD par le CNRS ou par les autres structures de recherche qui vont opérer cette mesure, de jeunes diplômés, c'est-à-dire des personnes qui ont obtenu leur diplôme de master ou de doctorat sur les années scolaires couvrant 2019, 2020 et 2021, en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Donc, dans ce cas, la structure de recherche recrutera le CDD pour une durée, le jeune diplômé pour une durée maximum de 24 mois. Ça pourrait être moins, ça pourrait être 12 mois. Et ce qui est intéressant et qu'on a peu l'habitude de faire jusqu'à présent, c'est que ces personnes recrutées par le CNRS, dans le cadre d'un contrat de collaboration de recherche avec l'entreprise, seront accueillies au sein de l'entreprise à hauteur d'environ 80% de leur temps. Donc là, les deux actions de ce volet portent essentiellement sur l'action 3 sur des jeunes diplômés de niveau master et l'action 4 sur des jeunes docteurs qui seront recrutés en CDD. Les entreprises qui sont éligibles à cette mesure, il n'y a pas de limite sur la taille de l'entreprise. Ça va de la TPE à la grande entreprise, en passant par les startups, les jeunes entreprises innovantes. Donc, tout type d'entreprise est éligible pour peu qu'elle ait été créée avant le 1er janvier 2019. Par contre, comme on l'a dit, il faut absolument qu'il y ait un contrat de collaboration de recherche entre une unité de recherche publique et l'entreprise. Donc, il faut à minima que l'entreprise dispose en interne de capacités à conduire des travaux de R&D.
Et il faut également qu'elle soit dans un état, quelle est la capacité, notamment financière, de conduire ce projet dans la durée. Le dernier point, certaines entreprises ne sont pas éligibles. Il s'agit essentiellement d'entreprises qui ont été créées ou labellisées par l'État dans le cadre de ces politiques publiques, comme par exemple, si vous en avez déjà entendu parler, les sociétés d'accélération de transfert de technologie, les SAT. Donc, vous l'avez compris, le prérequis, c'est vraiment le projet de contrat de collaboration de recherche, et c'est ce qui va déclencher la possibilité d'accéder à cette mesure. Ce projet de contrat de collaboration de recherche, il doit être nouveau, ou alors ça peut être un avenant à un contrat qui existe déjà, mais à ce moment-là, il va falloir qu'il porte sur un projet de recherche qui n'est pas couvert par la collaboration actuelle. L'objectif réellement de cette mesure, c'est de créer des passerelles fortes entre la recherche publique, qui va accueillir des personnels, voire même recruter des personnels pour faire de la R&D, et les entreprises qui ont des besoins de R&D et qui n'ont pas forcément en ce moment les moyens d'investir dessus. Donc, le projet de contrat de collaboration de recherche, c'est quelque chose d'assez classique. La première des choses à faire, ça va être de définir le projet scientifique, c'est-à-dire sur quoi va porter la recherche, qui va faire quoi entre l'entreprise, les personnels recrutés, enfin les personnels de l'entreprise ou les personnels recrutés spécifiquement là-dessus, l'entreprise et puis le laboratoire. Il va falloir fixer une durée de collaboration, bien entendu, qui va pouvoir, selon les actions, aller de 12 à 36 mois, puisqu'on a vu que sur l'action 2, qui porte sur la thèse de milieu de carrière, c'est nécessairement 36 mois. Il va falloir définir les modalités de financement. En effet, la mesure ne prend pas en charge le financement de la recherche, il prend en charge le financement des personnes recrutées spécifiquement par le CNRS ou mises à disposition par l'entreprise pour réaliser cette recherche. Mais tous les autres frais qui vont avec ne sont pas couverts par la mesure, donc forcément, il y aura des clauses de financement dans ce contrat de collaboration de recherche. Et puis enfin, il va cadrer tout ce qui est droit de propriété intellectuelle résultant des travaux qui auront été menés, avec une règle simple qui est imposée par l'État et la Commission européenne, qui est que les droits de propriété intellectuelle, c'est-à-dire la copropriété des résultats, sera au prorata des contributions de chacun, et puis qui prévoira également des droits d'exploitation de ces résultats pour l'entreprise qui sera concernée par le projet de collaboration de recherche. En sus de ce projet de collaboration de recherche, d'autres modalités sont à prévoir, notamment pour permettre l'échange de personnel, en quelque sorte. Sur les actions 1 et 2, bien entendu, il va falloir mettre en place une convention de mise à disposition qui portera sur toute la durée du contrat, qui pourra être de 12 à 24 mois, c'est ce que je disais pour l'action 1, de 36 mois pour l'action 2, c'est-à-dire la thèse de milieu de carrière. Il va falloir préciser la quotité de temps en mise à disposition au CNRS. Comme je vous l'ai dit, elle est de 80% pour l'action 1 et de 50% pour l'action 2. Le CNRS, lui, remboursera l'entreprise du salaire des personnes de l'entreprise qui seront mis à disposition pour le projet de collaboration de recherche à hauteur de la durée de mise à disposition, c'est-à-dire qu'il y a 20% du salaire qui resteront à la charge de l'entreprise. Et ça devra prévoir également des modalités de retour à temps plein en entreprise à l'issue de la MAD, puisque l'objectif de l'État, c'est quand même de faire en sorte que, à l'issue de ces contrats, le projet de recherche qui a été conduit puisse être poursuivi en développement par l'entreprise. Et donc, en cas de licenciement suite au retour de la personne en entreprise, il y aura une requalification de l'aide
à prévoir. Sur les actions 3 et 4, on l'a vu, c'est l'établissement de recherche qui va recruter les jeunes diplômés, que ce soit des masters ou que ce soit des doctorants. Et ces personnes vont être accueillies à hauteur de 80% de leur temps dans l'entreprise. Donc, il y aura une convention d'accueil en entreprise de façon à s'assurer que les moyens lui seront donnés en entreprise pour pouvoir avancer sur le projet de recherche. Alors, comment faire pour accéder à cette mesure? Soit vous avez déjà identifié un laboratoire et vous avez déjà une idée de projet de recherche. Dans ce cas-là, vous pouvez directement contacter le laboratoire qui saura vers quel service administratif vous tournez pour monter le dossier qui est à monter. Soit vous pouvez directement vous adresser au service de partenariat et de la valorisation de la délégation régionale du CNRS dans lequel se trouve ce laboratoire. Si vous avez un projet de recherche, mais que vous n'avez pas encore identifié de laboratoire et que vous souhaitez qu'on vous accompagne là-dessus, c'est la direction de Carole qu'il faut contacter. Et à ce moment-là, elle regardera en fonction de votre projet de recherche vers quel laboratoire vous orientez. Une fois que le laboratoire est identifié, vos interlocuteurs au CNRS ou dans le laboratoire sont de deux ordres. D'abord, c'est l'unité de recherche, parce que c'est avec elle que vous définirez le projet scientifique de la collaboration de recherche, et c'est avec elle que vous accorderez sur le type d'action et la personne qui sera concernée. Dans la mesure où elle va soit recruter des personnels pour vos besoins, soit accueillir des personnes qui viennent de chez vous sur le projet de collaboration de recherche, il faut que vous accordiez sur l'identité et les compétences de ces personnes. Le deuxième interlocuteur au CNRS, ce sera le service du partenariat et de la valorisation. Il y en a un dans chaque délégation régionale du CNRS. Et ce service sera votre seul interlocuteur pour tous les aspects contractuels, c'est-à-dire pour finaliser la convention de collaboration de recherche, la négocier, mettre en place la convention de mise à disposition ou la convention d'accueil. C'est elle qui se chargera de faire une demande de visa auprès du haut fonctionnaire de défense et de sécurité. En effet, l'État français souhaite être extrêmement vigilant sur tout ce qui est intelligence économique et nous a imposé aux établissements publics d'obtenir pour chaque projet un visa du haut fonctionnaire de défense et de sécurité. Côté CNRS, nous avons un fonctionnaire de défense qui est extrêmement réactif et qui a une marge de manœuvre suffisante pour nous donner son visa très rapidement. Je précise ça parce que de temps en temps, ça fait un peu peur et on peut se dire que ça va induire des gros délais. Une fois que la convention de collaboration de recherche a été négociée, ainsi que la convention de MAD et la convention d'accueil, c'est-à-dire qu'on a identifié la personne, qu'on a le visa du haut fonctionnaire de défense, le service du partenariat et de la valorisation se chargera d'obtenir l'avis d'une cellule territoriale qui est composée du DRARI et de la Directe et qui, pour le compte de l'État, va s'assurer que le projet proposé et le montage identifié est bien compatible avec la mesure. Et enfin, c'est toujours le service du partenariat et de la valorisation qui sera votre interlocuteur une fois toutes ces étapes passées pour finaliser la contractualisation, c'est-à-dire signer le contrat. Juste pour vous montrer l'ampleur de ces services, vous avez là la carte de France avec les différentes délégations régionales du CNRS et je vous ai mis les coordonnées des différents services de proximité que vous pouvez solliciter une fois que vous avez identifié le laboratoire pour vous rapprocher d'eux et travailler sur la contractualisation finale et sur le projet. Voilà, j'en ai fini pour ça. Ce que je vous propose, j'ai été assez rapide, ce que je vous propose, c'est qu'on reprenne maintenant vos différentes questions. Je vais laisser la parole à Ferial.
de façon à ce qu'elle me pose les questions que vous avez faites pendant toute cette présentation. Enfin, elle me pose à moi et à Carole, et on y répondra. Oui, merci Chantal. Donc effectivement, j'ai commencé, je m'occupe de la modération des commentaires et donc je vais commencer par les questions qui ont été posées dès le début de notre réunion et puis elles s'enchaînent comme ça chronologiquement. Donc la première question, j'y ai répondu dans le chat, mais effectivement la présentation pourra être diffusée pour ceux que ça intéresse. Donc, la présentation PowerPoint pourra être diffusée à la suite de ce webinaire, voilà, par mail. Ensuite, on a une question. Qu'est-ce qu'on entend par jeune diplômé? Alors, je vais répondre. Par jeune diplômé, on entend toute personne ayant obtenu un master ou ayant soutenu sa thèse au cours des années 2019, 2020 et 2021. Ferial, je n'entends plus. J'allais dire question suivante, à moins que donc, la personne qui a posé la question, si jamais la réponse n'est pas satisfaisante, qu'elle n'hésite pas à renvoyer un commentaire dans le chat, mais je passe à la question d'après. Donc, les laboratoires universitaires non rattachés au CNRS disposent-ils aussi de ce dispositif? Alors, je vais vous répondre, je ne sais pas, en fait. Ça va dépendre de ces laboratoires. Alors déjà, ils peuvent être rattachés à un autre gros EPST, qui pourrait être l'INSERM, qui pourrait être l'INRIA, l'INRA, le CEA. Et donc, tous ces gros acteurs nationaux peuvent agir de la même façon que le CNRS et ont un budget dédié pour travailler sur cette mesure. Ensuite, s'il s'agit d'une équipe de recherche propre à une université, normalement, les universités peuvent se rapprocher du ministère lorsqu'elles ont des projets de ce type pour les soumettre au ministère et à ce moment-là, le ministère débloquera les fonds s'il juge les projets éligibles. C'est-à-dire que les grands établissements de recherche ont obtenu un budget global. Par contre, et donc gèrent en direct avec les entreprises. Par contre, toutes les universités n'en ont pas obtenu. Alors, je vais vous renvoyer et on vous le communiquera également. Je vais descendre dans la présentation. Voilà. Vous avez eu un communiqué de presse qui est paru le 28 avril du MESRI. Là, vous n'avez que la première page, mais on pourra vous rajouter la liste des universités qui sont concernées également et qui ont obtenu un budget en propre là-dessus. Donc ça, on peut vous diffuser le communiqué de presse dans son intégralité. Là, vous avez juste la première page. Les pages suivantes donnent la liste des établissements qui ont d'ores et déjà obtenu des budgets par le MESRI, et c'est le cas de certaines universités et de certaines écoles. Alors maintenant, on a une question à propos de l'action 3. Quelqu'un qui demande si les thèses sont exclues de cette action dans la mesure où on parle d'un maximum de 24 mois. Alors, sur l'action 3, il s'agit de recruter en CDD des jeunes diplômés qui ont soutenu leur diplôme de master pour l'action 3, de thèse pour l'action 4. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en cours de thèse ne peut pas bénéficier de l'action 3. Soit on arrête après le master, on cherche du travail et on est éligible, soit on arrête après la thèse, on cherche du travail et on est éligible. Dans le premier cas, c'est l'action 3. Dans le deuxième cas, c'est l'action 4. On ne peut pas, lorsqu'on fait une thèse, bénéficier d'une de ces actions. Il existe d'autres dispositifs pour ça. Très bien. Par exemple. Alors, question suivante. Qu'est-ce qu'on entend exactement par milieu de carrière pour la thèse? Y a-t-il une limite d'âge ou d'années par rapport au recrutement? Non, c'est totalement ouvert. Ça peut être à partir du moment où la personne est en CDI. Alors, attendez, il faut que je retrouve la date, mais en CDI, je crois que c'était fin 2019, et que fin 2019, elle avait effectué sa période de préavis, elle est éligible jusqu'à quelques années avant sa retraite. C'est-à-dire,
c'est une thèse de milieu de carrière qui peut se faire n'importe quand dans la carrière. Par contre, ce que je peux dire également là-dessus, c'est qu'il faut être conscient que comme les actions 1, 3 et 4 portent sur des durées qui vont être de 12 à 24 mois, on a jusqu'à fin 2022 pour pouvoir monter des dossiers là-dessus. Par contre, l'action 2, qui porte sur la thèse de milieu de carrière, qui en fait est une thèse en cours de carrière plutôt, comme une thèse prend forcément 36 mois, en fin d'année 2021, c'est-à-dire en décembre prochain, on ne pourra plus monter d'action 2. Suivante, pour le volet 4, quelle sera la grille de salaire du jeune docteur, public ou celle de l'entreprise? À partir du moment où sur les actions 3 et 4, c'est un établissement de recherche qui recrute le jeune diplômé, ce sera toujours une grille de salaire public. Donc, ce sera la grille qui prévaut, soit dans l'université où il est recruté, soit au CNRS. À peu de choses près, toutes ces grilles-là sont équivalentes, mais ce sera des grilles fonction publique. Sur la slide numéro 13, on a quelqu'un qui demande, à l'issue du CDD, est-ce qu'il y a une obligation pour l'entreprise d'embaucher la personne? Alors, ce qui est demandé, c'est que pour les actions, je vais répondre de façon plus générale sur que se passe-t-il pour la personne concernée à l'issue de la mise à disposition ou du recrutement en CDD. À l'issue de la mise à disposition, devra être prévu dans la mise à disposition les modalités de réintégration dans l'entreprise à temps plein et de valorisation des compétences qu'il aura pu développer pendant son activité de recherche. Pour les actions 3 et 4, comme on est vraiment dans une dynamique d'insertion professionnelle de jeunes diplômés, l'État souhaite que soit prévu à l'avance le recrutement éventuel par l'entreprise de cette personne. Bien entendu, on ne peut pas contraindre une entreprise à recruter quelqu'un, mais il est demandé que l'entreprise précise comment elle envisage de recruter cette personne. Je ne sais pas vous en dire plus. Si jamais il n'y a pas de recrutement, les textes sont encore flous, le cas ne s'est jamais présenté et on ne sait pas ce qui se passera. Très bien. Question suivante, est-il indispensable que le CDD jeune diplômé passe autant de temps dans l'entreprise? Ne peut-il pas rester dans le laboratoire CNRS si les expériences à mener le nécessitent? Donc, par défaut, il passera 80% de son temps dans l'entreprise. Puisque l'idée quand même, à la base de tout ça, c'est qu'à l'issue, il soit recruté par l'entreprise. Donc, il faut qu'il fasse connaissance avec le monde de l'entreprise. Bien entendu, si pour le projet de collaboration de recherche, il y a nécessité d'utiliser des moyens qui ne sont disponibles qu'au laboratoire, tout ça devra se négocier et l'État, moyennant explication et justification dans le dossier qui sera monté avec le service du partenariat et de la valorisation concernée, accepte visiblement qu'on aille jusqu'à 50% d'entreprise. Mais dans tous les cas, ce sera supérieur à 50%. Par défaut, c'est 80%. En fonction des besoins du projet de collaboration de recherche et des moyens disponibles respectivement en entreprise et au laboratoire, ça pourra descendre à 50%. Jusqu'à 50%. Comment est considérée la propriété industrielle? C'est ce que je vous disais sur la planche. Je ne peux pas vous en dire plus parce qu'ensuite, chaque projet de collaboration de recherche sera spécifique et il va falloir regarder au cas par cas. Mais l'idée de base, c'est que la propriété intellectuelle est partagée au prorata des apports entre l'établissement public et l'entreprise. Apports qui peuvent être humains, qui peuvent être financiers, qui peuvent être matériels. Donc, tout ça va devoir être regardé au cas par cas et par projet, sachant que le recrutement par l'établissement de recherche et ou
la mise à disposition remboursée par l'établissement de recherche entreront dans l'assiette de ce qui est l'apport de l'établissement de recherche, parce que c'est l'apport public quelque part. Voilà. Et ensuite, au cas par cas, il faudra voir en fonction du projet et des apports. Ça se fera au prorata. Chantal, je vais juste revenir sur la question précédente concernant la répartition du temps de présence du jeune diplômé recruté, puisque la personne qui avait posé la question a reposé une question et elle demande si on ne peut pas descendre en dessous des 50%. A priori, on ne pourra pas descendre des 50%. Tout est extrêmement... Enfin, les règles, si vous voulez, sont celles-là aujourd'hui. J'imagine qu'elles vont évoluer au fur et à mesure qu'il y aura de la jurisprudence, entre guillemets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un cadrage national qui nous dit que sur les actions 3 et 4, c'est 80% par défaut dans l'entreprise du temps de la personne recrutée et que, en fonction des besoins sur le projet de collaboration, ça pourra descendre à 50%. Peut-être, Chantal, on peut ajouter qu'on est bien dans le cadre d'une mesure qui vise à soutenir les entreprises dans une période difficile. C'est ça l'esprit de la mesure. Donc, effectivement, la question, elle peut se poser, mais le cadre, il a été fait pour soutenir, accompagner les entreprises, qu'elles continuent leur projet de recherche et que les talents soient préservés pendant cette période. Exactement. Ferial ? Oui. Question suivante. Concernant l'action 1, les personnes mises à disposition du laboratoire doivent-elles être en CDI dans l'entreprise depuis une date définie ou peuvent-elles être recrutées en CDI et mises à disposition du laboratoire en début de contrat? Non, c'est ce que je disais. Elles doivent être... alors, il faut que je vous retrouve... où est-ce que j'ai tout ça? Voilà. Donc, en fait, elles doivent être en CDI, présents en CDI et avoir effectué leur période d'essai au plus tard au 31 décembre 2019. Question suivante. Est-ce que du personnel mis à disposition dans un syndicat professionnel ayant des contrats de collaboration de recherche avec le CNRS est éligible? Alors là, je dois dire que je ne connais pas le statut précis d'un syndicat professionnel. Je vais revenir à qu'est-ce qu'on entend par entreprise pouvant bénéficier de la mesure. On est vraiment dans la notion d'entreprise comme l'a définie la loi de modernisation de l'économie de 2008, c'est-à-dire que ça doit être... je vais lire cette définition, c'est la plus petite combinaison d'unités légales qui constitue une unité organisationnelle de production de biens et services jouissant d'une certaine autonomie de décision, notamment pour l'affectation de ses ressources courantes. Je ne pense pas, mais je ne voudrais pas dire de bêtises, qu'un syndicat professionnel soit dans cette définition-là. Maintenant, prendre la question et poser la question si vous nous précisez de quel syndicat il s'agit. Voilà. Juste pour savoir si vous êtes éligible et si vous avez un doute, vous avez noté que l'éligibilité des dossiers sera vue par une territoriale dans laquelle se trouvera la directe. Donc, vous pouvez également solliciter la directe dont vous dépendez, si vous êtes une entreprise ou si vous êtes un syndicat professionnel, et leur poser la question de votre éligibilité à cette mesure de préservation du code de R&D des entreprises. Oui, Chantal, moi qui connais un peu le monde des syndicats et des fédérations professionnelles, je ne connais pas la personne qui a posé la question. La plupart du temps, ce sont des associations loi 1901. Après, il y a des structures qui sont créées par ces associations, donc ça dépend peut-être du cas particulier. Là, peut-être n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail, on pourra regarder peut-être avec vous. Il faudra nous donner un petit peu d'éléments là-dessus.
Donc, à ce moment-là, le mieux, c'est que vous envoyez un mail à l'adresse, comme on vous donnera la présentation, à l'adresse qui était donnée là, c'est-à-dire à dreux.secrétariat@cnrs.fr. Et on regardera ça avec vous. Mais il faut nous donner un petit peu plus de précision sur le cadre juridique et statutaire de votre question. Alors, question suivante. Concernant la PI, encore une fois, les personnes mises à disposition et donc financées par le programme sont-elles comptées comme contribution de l'une ou l'autre des parties? A priori, comme ces personnes vont voir leur salaire intégralement remboursé sur la durée de mise à disposition par le CNRS, j'aurais tendance à dire qu'elles feront le temps de mise à disposition sera considéré comme étant un apport du public. Prochaine question, est-ce qu'un partenariat avec les instituts Carnot est éligible? Alors, que je ne connais pas, Carole peut peut-être voler à mon secours le statut des instituts Carnot. Je comprends bien. Là, il faudrait un peu plus de précision sur la question, mais on peut regarder parce qu'on travaille avec l'AI Carnot et tous les Carnot, mais la mesure, elle concerne les entreprises. Donc, en général, il y a des entreprises qui sont partenaires des Carnot. Est-ce qu'on parle de personnes qui sont dans une entreprise qui elle-même collabore avec un institut Carnot? Là, il nous faut un peu plus de précision pour qu'on puisse répondre. Donc, je suggère peut-être que la personne qui a posé la question nous donne un peu le cadre de sa demande. Ça doit être un cas particulier. Parce que le CNRS est en co-tutelle, hein, comme on vous l'a dit, avec plusieurs laboratoires. Ces laboratoires sont eux-mêmes parfois détenteurs d'un label Carnot. Hein, le Carnot est un label. Donc, on est dans un périmètre, oui, mais je vois pas très bien la difficulté de statut si la personne est dans l'entreprise, mais je voudrais être sûre qu'on ait bien compris. Peut-être que là, il faut qu'on échange en direct avec la personne qui a posé la question. Alors, Carole, la personne qui a posé la question a posté un commentaire. Elle dit avoir un projet de collaboration avec un labo CNRS titulaire d'un label Carnot. Dans ce cas, c'est tout à fait compatible. Hein. Si c'est une entreprise qui a un projet avec le CNRS et que le labo en question est dans un Carnot, je ne vois pas de difficulté. Au contraire, c'est très bien. Non, je ne vois pas de difficulté non plus. Je pense que la seule chose, c'est si vous ne pouvez pas, au titre du contrat qui existe actuellement, bénéficier de ces mesures. Il va falloir soit faire une autre collaboration de recherche, soit faire un avenant qui porte sur d'autres travaux au contrat en cours. Donc la personne précise, elle nous dit qu'elle représente un ETI et qu'il s'agira d'une nouvelle collaboration. Okay. Super. Et bravo. Bien. Bravo. Question suivante. Les personnels recrutés en CDD par le CNRS pour les actions 3 et 4 ont-ils leur salaire pris en charge à 100% par le CNRS? Alors, leur salaire sera pris à 100% en charge par le CNRS, sachant qu'aujourd'hui, l'État, lui, ne nous remboursera que 80%, enfin le budget de l'État pour cette mesure ne couvre que 80% de leur salaire. Quelqu'un demande quel est le timing du remboursement des salaires? Alors, ce que nous avons prévu, c'est un remboursement des salaires. Donc là, on est sur les actions 1 et 2 de mise à disposition de personnel. Nous avons prévu de rembourser mensuellement les salaires aux entreprises, sachant qu'on se basera pour rembourser mensuellement et pour éviter d'avoir à manipuler toutes les feuilles de paye sur une déclaration initiale sur un salaire moyen du salarié annuel. Et donc, on remboursera un 12e tous les mois. Et alors, je ne sais plus si c'est semestriellement ou annuellement, on demandera un récap à l'entreprise. Et si jamais le salarié a coûté plus, à ce moment-là, on régularisera la différence. Mais mensuellement, sur la base d'un salaire moyen perçu par le salarié à son arrivée au CNRS, on remboursera le salaire et avec un réajustement qui sera soit semestriel, soit annuel, sachant que c'est vraiment
comment dire, le mode opératoire qui a été retenu par le CNRS et que je sais qu'un certain nombre d'autres établissements envisagent de faire des remboursements annuels. Question suivante. Quel sera l'ordre de grandeur du délai pour obtenir le visa du haut fonctionnaire de sécurité, c'est-à-dire journée, semaine ou mois? Au niveau du CNRS, donc là, je ne peux parler que du CNRS. Je ne peux pas vous répondre par une durée précise. Ce qui est sûr, c'est que nous avons organisé tout le processus entre le moment où vous allez commencer à négocier le contrat et à monter le dossier et le moment où il sera signé. On a organisé pour que cette demande de visa aux fonctionnaires de défense se fasse en parallèle à la négociation. C'est-à-dire que dès qu'on connaîtra la personne qui va être affectée sur le projet de recherche et le contenu scientifique, même si on n'a pas toutes les clauses juridiques et financières du contrat, on sollicitera le fonctionnaire de défense du CNRS. La plupart des cas, la réponse viendra très rapidement, en quelques jours. Là où il risque d'y avoir une ambiguïté, c'est, et peut-être un petit peu plus de délai, c'est si jamais on doit faire appel parce que le dossier est complexe, je ne sais pas, une personne d'origine étrangère, un sujet particulièrement touchy au niveau économique, on devra faire appel à ce moment-là aux fonctionnaires de défense, et là, ça prendra un petit peu plus de temps, j'imagine. Je ne sais pas vous dire combien de temps. Le MESRI nous assure que tous les dossiers seront traités avec la plus grande diligence à partir du moment où ils arriveront aux fonctionnaires de défense. Ce qui est sûr, c'est que ce visa, qui peut être obtenu très rapidement si on n'est pas sur des dossiers un peu complexes ou si on n'est pas sur des dossiers un peu complexes, ce visa doit être obtenu avant que nous ne soumettions à l'avis de la cellule territoriale le dossier complet. De son côté, la cellule territoriale, qui est composée, comme je vous l'ai dit, de la DRARI et de la directe, s'est vue imposer par l'État de répondre et de donner un visa au plus tard en 3 semaines. Donc, normalement, entre le moment où on a fini, où on a tout cadré, et le moment où on pourra signer le contrat, il devrait s'écouler 1 mois. Ce qui risque de prendre le plus de temps, c'est effectivement d'identifier la personne, de préciser le projet scientifique et de finaliser tout le cadre contractuel. Côté CNRS, ça devrait être simplifié parce que nous avons travaillé en amont à la mesure et donc l'ensemble des services du partenariat et de la valorisation en région disposent de documents types. Maintenant, de temps en temps, c'est pas le document type. Le document type va faire gagner du temps. Par contre, derrière, il va y avoir forcément des discussions sur qui fait quoi, quand, comment, quels sont les apports de chacun. Voilà. Peut-être ce qu'on peut dire, Chantal, c'est qu'on est dans le cadre du plan de relance, donc c'est une mesure d'urgence. Il y a une volonté forte de l'État pour aller vite, pour servir les besoins des entreprises rapidement. Et en fait, toutes les étapes qu'on cite là, y compris le FSD, ça peut paraître complexe, mais en fait, il faut savoir que c'est des gens qui ont l'habitude de travailler ensemble très régulièrement. On travaille tous les jours avec notre FSD. Nos équipes sont vraiment aguerries à ces questions et vous savez bien que derrière la question du FSD, c'est la question de la souveraineté française, européenne, technologique et scientifique. C'est des sujets tellement sensibles qu'on est habitué à les traiter. C'est pas là-dessus qu'on aura des difficultés. En tout cas, vous aurez les moyens de solliciter, de remonter si jamais il y avait un problème là-dessus. On est assez confiant sur cette dimension-là parce que, comme l'a expliqué Chantal, on a quand même pris le temps de voir tout le dispositif en amont. Alors, si ça peut rassurer. Alors, la personne qui a posé la question a complété par un commentaire. Elle demande comment déposer le projet sur la plateforme alors que la personne n'est pas encore identifiée. Elle précise qu'il semblait que c'était impossible, particulièrement dans le cadre des actions 3 et 4, et si le visa du FSD ne peut être obtenu qu'en connaissant le personnel. Alors,
Déjà, ce qu'il faut que je dise, parce que vous êtes une majorité d'entreprises, mais il y a également des universitaires, enfin, des acteurs de la sphère publique qui participent également à ce webinaire. Pour les entreprises, vous n'aurez pas à gérer l'interface avec la plateforme qui a été déployée par l'ANR pour déposer tous ces dossiers et qui va permettre aux établissements de recherche, que ce soit le CNRS, d'autres EPST ou les universités, de constituer les dossiers et de les porter à la connaissance de la cellule territoriale et du fonctionnaire de défense. Donc tout ça va être transparent pour vous. C'est nous qui nous en occupons, c'est nous qui serons votre seul interlocuteur. Et quand je dis nous, ce sont les services du partenariat et de la valorisation en région. Ce qui est certain, c'est que sur des actions comme les actions 3 et 4, où il va falloir recruter des personnes, soit le laboratoire ou l'entreprise ont déjà en tête des candidats qui pourraient être recrutés sur ce dossier. Et à ce moment-là, ça peut aller très vite et on saura très tôt quelle est la personne qui va être recrutée. Donc, très rapidement, on pourra saisir le haut fonctionnaire de défense et la cellule territoriale puisqu'on aura toutes ces données. Par contre, si effectivement, pas plus l'entreprise que l'établissement de recherche n'ont sous la main un candidat jeune diplômé qui peut travailler sur ce projet, à ce moment-là, il va falloir le rechercher. Ça risque de prendre un petit peu de temps. Et effectivement, il est probable que le haut fonctionnaire de défense émette un avis, par exemple, sur la nationalité des personnes qui seront à recruter ou souhaite, pour finaliser son avis, avoir l'identité de la personne qui doit être recrutée. Tout ça pour dire que le plus tôt on aura une fiche de poste précise, c'est-à-dire détaillant l'ensemble des activités qu'aura à remplir ce CDD, précisant les compétences qu'il faut, voire même avoir identifié un candidat potentiel pour être recruté, le plus tôt sera le mieux parce que, effectivement, sur des dossiers sensibles, le fonctionnaire de défense voudra avoir une visibilité sur la personne qui va être recrutée. On a quelqu'un qui demande, concernant le choix de la délégation régionale ou de la cellule territoriale à contacter, laquelle de l'adresse du laboratoire ou de celle de l'entreprise compte? Alors, vous avez compris que la première des choses à faire, ça va être de travailler avec un laboratoire dans le cadre d'un projet de collaboration de recherche. Donc, ça va être le service du partenariat et de la valorisation, c'est-à-dire de la délégation dans laquelle se trouve ce laboratoire. D'accord? Donc, ça veut dire que si vous avez identifié le laboratoire, c'est la délégation dans le périmètre duquel se trouve le laboratoire qu'il faut contacter et pas l'endroit où se situe votre entreprise. Ok. Pour les actions 3 et 4, comment faire si le ou la jeune diplômée n'est pas encore identifié? Le dossier pourra commencer à être constitué, déjà sur la partie projet de collaboration de recherche. Il va falloir faire une fiche de poste, l'objectif étant de publier une offre d'emploi. Donc, la première des choses à faire, ce sera de voir avec le laboratoire si il a dans son vivier des gens qui pourraient correspondre, auquel cas ça permettra d'accélérer l'identification. Et sinon, à ce moment-là, il y aura sur les services RH du CNRS sont également mobilisés pour faire apparaître le plus rapidement possible des offres d'emploi et avoir des candidats pour ces offres. Donc, on peut vous accompagner là-dessus. Et bien entendu, vous serez associé au choix du candidat si vous n'en avez pas un a priori. Pour l'action 1, quelqu'un demande quelles sont les interactions entre le plan de relance et le dispositif CIR, jeune docteur, qui s'étend sur 24 mois. Pour prendre un cas concret, j'ai une personne sous ce régime depuis 6 mois. Si jamais elle bénéficie du plan de relance pendant 1 an, à la sortie du plan de relance, reste-t-il 6 mois ou 18 mois du statut de jeune docteur? Alors là, je dois dire que je suis incapable de vous répondre. Donc, ce que je vous propose, c'est on va prendre votre question
et votre nom, et on reviendra directement vers vous pour vous apporter la réponse après l'avoir posée au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ok, question suivante. Quels sont les prérequis du plan énergie-climat ou plan territorial de transition juste? Alors, le plan territorial de transition juste, si vous regardez bien, il n'y en a pas dans toutes les régions. Donc, dans ce cas-là, c'est sans objet. Pour ce qui est énergie-climat, ce qu'on va juste demander, c'est de s'assurer que ça n'est pas contraire au plan énergie-climat. Donc, il va falloir, l'idée, c'est pas de dire ça concourt au plan énergie-climat et de le détailler, et ne sont pas éligibles les autres projets. C'est juste préciser en quoi ça n'est pas contraire à ce plan énergie-climat. Je ne sais pas vous en dire plus, parce qu'après, vous voyez, ce sont des questions très spécifiques, et c'est au regard du programme qu'on peut en juger, mais a priori, il va juste falloir se positionner pour dire que ça ne va pas à l'encontre du plan énergie-climat. Je ne sais pas si c'est un projet de recherche dont l'objectif c'est de développer une voiture qui est 10 000 fois plus polluante que ce qui existe actuellement. Ça ne va pas marcher. Mais je doute que les entreprises soient dans cette dynamique-là. Oui, c'est une cohérence en fait, c'est de rendre, de donner évidemment une connotation qui est une connotation que tout le monde recherche actuellement, et en particulier le gouvernement, d'ensemble. C'est-à-dire il faut que la mesure soit cohérente avec les engagements internationaux que prend la France. Comme dit Chantal, ça reste quelque chose normalement d'assez facile, même s'il y a des particularités territoriales. Je ne crois pas qu'on va avoir des gens qui vont aller à l'encontre du plan énergie-climat aujourd'hui. C'est assez facile à expliquer. Alors, question suivante. Quelqu'un demande si les unités mixtes internationales sont éligibles. Je ne vois pas pourquoi elles ne seraient pas éligibles. A priori, ce sont des structures de recherche qui sont, comme les unités mixtes nationales, gérées au niveau du CNRS. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Pour ce qui est des entreprises, il faut être une entreprise nationale, mais on peut être une entreprise filiale d'un groupe étranger. Et dans ce cas-là, c'est à la filiale de candidater directement et de contractualiser avec nous. Ok. Toujours sur une question d'éligibilité, quelqu'un demande si une personne en master qui souhaiterait poursuivre vers une thèse est éligible. En fait, là, on est vraiment pour les actions 3 et 4, et je le répète, sur une finalité d'insertion professionnelle et pas de poursuite d'études. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui serait recruté en sortie de master et qui serait par le CNRS sur l'action 3, normalement, la finalité de cette chose-là, c'est de s'insérer dans le monde professionnel et, si possible, dans l'entreprise avec laquelle, sur le programme de recherche, bon, je ne vais pas m'en sortir, vous avez compris, il y a un projet de recherche, une entreprise, on recrute une personne, et l'objectif, c'est que cette personne, à terme, puisse être recrutée par l'entreprise. Voilà, donc normalement, les personnes qui rentrent en CDD au CNRS à l'issue d'un master ou à l'issue d'une thèse n'ont pas vocation à l'issue de ce CDD à faire une thèse, puisqu'ils seront recrutés en entreprise. Est-ce que la mesure est réservée aux jeunes chercheurs ou est-ce qu'un personnel en fin de carrière est éligible? De ce que je disais tout à l'heure, hein, ça peut être à partir du moment où c'est une personne qui a travaillé dans le secteur R&D de l'entreprise, quelle que soit son ancienneté, du moment qu'elle était en CDI dans l'entreprise au 31 décembre 2019, elle peut bénéficier d'une action 1 ou 2. Et donc être mise à disposition à hauteur de 80% de son temps dans un laboratoire académique pour effectuer un projet de recherche.
Alors, on a une question sur le planning, plutôt le calendrier de la mesure. Quelqu'un demande, le dispositif était supposé démarrer le 1er janvier 2021. Or, aujourd'hui, aucun dossier n'a été instruit. Y aura-t-il des templates pour les accords? Les accords cadres pourront-ils être appliqués? Donc, effectivement, le programme était censé démarrer au 1er janvier. Ça a pris un petit peu plus de temps. Là, on peut considérer qu'on peut y aller et monter les dossiers. Vous avez vu qu'il y avait un certain nombre d'étapes qui devaient être franchies, donc allez-y, n'hésitez pas, sollicitez la direction des relations avec les entreprises pour identifier des laboratoires, sollicitez les laboratoires que vous avez identifiés, les services du partenariat et de valorisation du CNRS ont eu accès à toute la documentation type nécessaire pour chacune des actions, pour vous accompagner et monter les dossiers. La deadline pour l'ensemble de ces mesures, vous l'avez vu, c'était au 31 décembre 2024. Donc, ça veut dire que sur l'action 2, on ne prendra plus de projet dans le cadre de l'action 2 à partir de début 2022, puisque ça s'arrête, ça va durer 36 mois. Pour les autres, on peut y aller et on pourra y aller jusqu'à fin 2023 pour des projets qui dureraient 12 mois. On va fonctionner avec un budget qui est ce qu'il est. On ne va pas affecter de priorité particulière à certains types d'entreprises ou autres. Donc, côté CNRS, c'est premier arrivé, premier servi, pour peu qui rentrent dans les entreprises éligibles et dans le cadre de la mesure. Donc, je vous incite à vous rapprocher le plus rapidement possible de nos services. Question suivante. Quelqu'un nous dit, il y a une seule convention de partenariat, mais 2 organisations de ressources. Mise à disposition d'un jeune diplômé dans l'entreprise ou mise à disposition d'un CDI dans un labo. Comment fait-on si on veut solliciter les actions 1 et 3 pour que les personnes travaillent ensemble? Si c'est le même projet de recherche et que pour un même projet de recherche, vous vous proposez de mettre à disposition des personnels que vous avez en CDI et vous estimez que ce serait bien également de recruter une personne supplémentaire dans le cadre des actions 3 et 4, il n'y a aucun souci, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y aura une convention de collaboration de recherche qui précisera l'ensemble des points qu'on avait vus en début de séance, qui expliquera que la personne qui bénéficie de l'action 1 ou 2 va faire telle tâche, la personne qui bénéficie de l'action 3 ou 4 va faire telle tâche. Et donc, sur le premier volet, il y aura une convention de mise à disposition en plus du contrat de collaboration de recherche qui sera mise en place pour cette personne. Et il y aura une convention d'accueil qui sera mise en place pour la personne que recrutera le CNRS. Donc, pour juste synthétiser, en gros, sur un projet de collaboration de recherche, on peut mettre en œuvre plusieurs actions et plusieurs personnes sur ces actions. Il y a juste au niveau d'une entreprise, une limite qui est fixée par l'État et qui là sera contrôlée par l'État et pas par le CNRS, c'est que pour une entreprise donnée, elle ne pourra pas bénéficier de plus de 20 actions dans le cadre de cette mesure. 20 actions à répartir comme elle veut entre action 1, 2, 3 ou 4. Ok. Quelqu'un demande, outre le salaire, donc les 80% remboursés, l'État finance également les frais de fonctionnement pour l'action 4? Alors, ce que l'État finance, et ça c'est interne aux établissements, c'est, vous doutez bien que pour accueillir toutes ces personnes dans les laboratoires, ça va avoir un coût, ne serait-ce qu'en termes logistiques. Et donc, l'État aujourd'hui subventionne à la fois l'accueil dans les locaux et dans l'établissement. Donc ça, c'est directement au niveau du laboratoire que ça va être géré, et la rémunération de la personne, toute ou partie de sa rémunération. Mais par contre, les frais
les coûts propres au programme de recherche, eux, ne sont pas couverts et ça fera l'objet d'une négociation avec l'entreprise. Question suivante. Quelqu'un nous dit, sur un projet avec de multiples compétences nécessitant des collaborateurs différents et en fonction des phases du projet dans le cadre d'une action 1, les 80% de présence des collaborateurs au CNRS sont-ils une obligation? Alors là, il me faudrait plus de précision. Pour une personne donnée, sur une durée donnée, elle sera 80% de son temps au sein du CNRS. Et je ne sais pas vous en dire plus. Après, ça va être en fonction du montage. Tout ça doit être vu au cas particulier. C'est pareil, si vous avez un exemple très précis en tête, vous pouvez nous la faire remonter et on s'efforcera d'y répondre. Question suivante. Le financement de l'État est-il comptabilisé dans le calcul des minima? Minima. Minimis, Minimis? Pardon, minimis. En fait, ce dont on n'a pas parlé et que je vais vous présenter là, c'est qu'effectivement, c'est comment l'articulation entre ce financement et on va dire les entreprises. Donc, la planche suivante. Comme ça va être une aide européenne qui transite au travers de l'État français, il va falloir que vous déclariez effectivement les aides dont vous avez bénéficié et l'apport de l'État sera comptabilisé dans ces aides-là, ce qui fait que normalement, il y aura un contrôle pour que vous ne dépassiez pas les minimis européens. J'en profite également pour vous dire qu'en plus des documents dont je vous ai parlé, vous aurez également à faire une déclaration justement sur ces aides que vous avez déjà perçues dans ce cadre-là. Vous aurez également à expliquer quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant la crise sanitaire. L'idée de l'État, c'est vraiment qu'on soit là pour faire en sorte que la R&D des entreprises ne s'effondre pas. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'il va falloir expliquer en quoi la crise sanitaire impacte aujourd'hui votre activité de R&D. D'un point de vue crédit, impôt recherche, bien entendu, vous ne pourrez pas comptabiliser le salaire des personnes que vous mettrez à disposition du CNRS dans les montants que vous allez déclarer au crédit impôt recherche, puisqu'ils vont vous être remboursés par une aide publique. Donc, sur les actions 1 et 2, les 80% qui vous seront remboursés ne pourront pas être déclarés au titre du CIR sur le projet. Par contre, les 20% restants, étant à votre charge, si vous, de votre côté, vous affectez ces 20%, sur ces 20%, la personne a continué à faire le projet de recherche, bien entendu, ces 20%-là pourront être comptabilisés. Voilà, je crois que j'ai répondu de façon plus large, mais je crois que j'ai apporté une réponse à votre interrogation. Alors, question suivante. Comment seront distribués les 300 postes? Premier arrivé, premier servi, ou bien des arbitrages seront-ils mis en place? Et c'est ce que je vous disais. Pour l'instant, en tout cas, au niveau du CNRS, ça va être premier arrivé, premier servi. À partir du moment où les projets sont éligibles, on instruira les dossiers, on vous accompagnera pour les monter et on fera le nécessaire pour qu'ils passent au niveau de la cellule territoriale et du haut fonctionnaire de défense. Bien entendu, lorsqu'on va avancer dans l'année ou lorsqu'on va avancer dans le temps, en fonction de la pression qu'il y aura, c'est-à-dire si on croule sous la demande industrielle, à ce moment-là, on se reposera peut-être la question pour
prioriser certains dossiers plutôt que d'autres. Mais en tout cas, sur ce démarrage, sur les 6 premiers mois, c'est premier arrivé, premier servi, pas de priorité spécifique affectée à une thématique ou à un secteur d'activité. Oui, tu as raison, Chantal, hein. C'est une mesure tout à fait inédite et exceptionnelle en France, hein, qui n'a jamais été prise jusque-là dans cette forme, qui est un soutien vraiment direct à l'entreprise et à sa R&D et à ses talents de la R&D. Et aujourd'hui, on espère que le volume, l'enveloppe globale qui a été attribuée à l'ensemble des établissements va suffire. Et on sera très vigilant à ce que si on a un très grand nombre de demandes qui arrivent tout de suite, à ce qu'on puisse aller négocier une augmentation de l'enveloppe dans les années qui suivent. Mais évidemment, ça c'est nous l'ambition qu'on a, parce qu'on a beaucoup porté cette mesure. Maintenant, en tant qu'entreprise, comme vous dit Chantal, ben, dès que vous êtes prête, dès que vous avez envie, c'est nouveau, c'est inédit pour vous et pour nous. Contactez-nous rapidement pour qu'on puisse lancer les dossiers et voilà. Question suivante. Quelqu'un demande quels sont les avantages pour l'entreprise comparativement à une thèse CIFRE ou vis-à-vis du bénéfice du CIR pour le recrutement d'un jeune docteur. Ça dépend un peu le relais de Chantal. Ça dépend un peu. Là, j'ai envie de dire, la question est pertinente. Ça peut être une optimisation pour l'entreprise. Et là, il faudrait qu'on connaisse évidemment plus l'activité, la structure, la filière, comment vous avez vécu la crise. Là, nous, on fait la promotion d'une mesure qui est face aux entreprises qui sont en difficulté et qui ont pourtant des très beaux projets que la France veut soutenir. La question de l'optimisation, elle est difficile. Ça dépend dans quelle situation se trouve aujourd'hui l'entreprise. Alors, question suivante. Concernant l'action 1, cela concerne-t-il uniquement les salariés de la société en CDI et pas en CDD? Les dirigeants avec un contrat de travail peuvent-ils bénéficier de la mesure? Est-ce qu'il y a une date d'ancienneté associée à cette embauche dans la société? Non, donc là, ce que je répète, c'est que ça ne concerne que les CDI. Peu importe que ce soit un dirigeant ou un ingénieur de recherche, il faut juste la condition qui est mise, c'est qu'il doit y avoir un contrat de travail à durée indéterminée entre l'entreprise et le salarié. Il n'y a pas de condition d'ancienneté dans l'entreprise, excuse-moi Carole, autre que le fait qu'il a dû au plus tard effectuer sa période d'essai en entreprise au 31 décembre 2019. Pour le dirigeant, effectivement, ça ne s'adresse pas aux mandataires et aux personnes qui seraient gérants, par exemple. Et c'est un peu normal parce que l'État considère que la fonction de ce dirigeant, c'est de gérer globalement l'entreprise, ce n'est pas de faire que de la recherche. Par contre, effectivement, si le dirigeant, par ailleurs, il a un CDI et qu'il se consacre essentiellement à la recherche, il pourra rentrer dans le dispositif. C'est tout à fait ça. Question suivante. Pour une mise à disposition d'un personnel d'une entreprise vers le CNRS, depuis combien de temps le personnel devra-t-il être en CDI avant le début du contrat? Là, je crois qu'on a déjà répondu plusieurs fois à la question, Ferial. Je répète juste, il faut un contrat à durée indéterminée dont la période d'essai ait été terminée au plus tard le 31 décembre 2019. Peu importe l'ancienneté. Voilà. Il faut bien entendu que ce soit quelqu'un qui ait une activité de R&D. Hein, vous avez compris. Sinon, je ne sais pas trop ce qu'il va pouvoir faire sur un programme de collaboration de recherche. Ferial avait peut-être une question pendant que les gens remplissent le sondage. Oui, j'ai une question pour les projets menés avec un laboratoire CNRS. Il n'y aura donc pas besoin de passer par l'appel à projet de l'ANR. Le dépôt du dossier à la DRARI peut se faire indépendamment des dates d'ouverture de l'appel à projet? Oui, il n'y aura pas d'appel à… oui,
Si c'est avec un laboratoire CNRS géré par le CNRS, votre seul interlocuteur sera le CNRS et vous pouvez nous contacter tout de suite. Il n'y aura pas d'appel d'offres ANR. Là, je parle aux entreprises. Hein. On a peut-être le temps de faire une autre question. Alors, j'ai quelqu'un qui nous dit, a priori, l'ANR a déjà notifié une vague 1 de projets pour un montant de 102,1 millions d'euros sur 2021. Une vague 2 aurait une deadline au 11 juin. Est-ce que vous confirmez? Et que reste-t-il en financement pour ce programme? Alors, tout ça est cadencé, si vous voulez, c'est-à-dire que pour les établissements publics, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation s'est engagé sur 2021-2022 sur un certain volume de budget. C'est ce qui permet au CNRS de vous dire aujourd'hui que ça va représenter à peu près au CNRS 300 emplois. Tous les laboratoires qui sont gérés par le CNRS sont concernés par le budget CNRS et peuvent d'ores et déjà aujourd'hui commencer à réfléchir à des projets de collaboration de recherche avec les entreprises. Par contre, effectivement, pour un certain nombre d'établissements qui n'ont pas été pris le train en marche dès le mois de décembre, comme le CNRS, le CEA, l'INSERM, l'État a réservé un budget qui va allouer au cas par cas et qui va débloquer sur une deuxième tranche. Est-ce que ça va démarrer toujours le 11 juin? J'avoue que comme le CNRS n'est pas concerné, je ne sais pas répondre si la date est toujours la même. C'est celle qui a été annoncée par le MESRI, c'est-à-dire que les établissements qui ne bénéficient pas d'ores et déjà d'un budget ou n'ont pas demandé des budgets pour un certain nombre de projets doivent soumettre un dossier. Voilà, bah écoutez, merci à tous et de toutes les questions que vous nous avez posées parce que vous avez compris qu'on ne savait pas répondre forcément à tout. Et donc, vous nous aidez à progresser. À très bientôt. Merci à tous et bonne soirée.